je vais vous parler de la pharmacologie des antiépileptiques. Avant un bref rappel de définition d'importance non négligeable sur l'épilepsie. D'abord pour définir ce que ce sont que des crises épileptiques. Donc ce sont des altérations transitoires du comportement liées, et c'est ça qui est important, à une décharge anormale synchrone d'une population de neurones, c'est-à-dire qu'ils se mettent à battre en phase. Et ça, c'est une description physiopathologique, mais il faut savoir que cliniquement, on n'a pas vraiment une épilepsie, mais des épilepsies, ou des types d'épilepsie, des types partiels, généralisés. Il y a des absences, des myoclonies, des formes tonico-cloniques. Mon propos n'est pas de vous faire un cours de clinique, vous l'avez déjà eu, donc je n'insiste pas là-dessus. Mais c'est important à rappeler. Vous voyez en bas de la page, il y a marqué syndromes épileptiques. On en parle peut-être un peu plus en pédiatrie qu'on en parle chez l'adulte, mais ça revient au même. Finalement, c'est un ensemble de caractéristiques cliniques de la crise, à la fois dans sa présentation, mais aussi dans son âge d'apparition, dans son évolution. Donc on définit des syndromes, et parce qu'on s'est rendu compte que toutes les formes d'épilepsie ne répondaient pas de la même façon aux différents traitements. Donc ce qu'on essaye, comme toujours en médecine, c'est de trouver le bon médicament pour la bonne maladie. Le problème, c'est que les bonnes maladies, elles ne sont pas parfaitement bien séparées les unes des autres, et qu'il y a encore du travail à faire avant qu'on puisse trouver éventuellement le bon médicament pour le syndrome spécifique. Et quand on prend en compte les épilepsies, non seulement de l'adulte, mais de l'enfant, eh bien, on se rend compte que les syndromes épileptiques n'ont pas le même pronostic. Notamment chez l'enfant, peuvent avoir des conséquences très péjoratives sur le développement psychomoteur. Voilà. Pour ce rappel clinique, c'est une maladie extrêmement fréquente. Il y a des chiffres, mais bon, retenez quand même simplement que c'est fréquent, que c'est plus fréquent chez l'enfant que chez l'adulte, et que c'est une maladie qui est grave parce que dans un quart des cas, on a soit une résistance au traitement, soit une situation invalidante pour le patient concerné. Nous sommes un petit peu en retard à cause même beaucoup, à cause de l'incident que je vous ai décrit. De toute façon, mon problème, étant donné que je sais parfaitement qu'au stade de vos études, vous savez lire et que vous avez les diapositives, mon propos, l'intérêt de ma présence ici, c'est pas de vous lire les diapositives que vous savez faire sans moi, mais c'est de mettre l'accent sur certains points particuliers dans l'ensemble des informations que les diapositives vous délivrent. Donc je vais passer de point en point principaux pour un effort, une sélection de l'information et faciliter votre effort de mémorisation. Alors voilà une courbe qui représente l'incidence de l'épilepsie, toutes formes confondues, en fonction de l'âge. Vous voyez que c'est plus fréquent chez les enfants, hein, avant 3 ans particulièrement, et que l'incidence augmente chez le sujet âgé. La pyramide des âges est telle que nous et vous serez amenés à traiter, à prendre en charge de plus en plus de sujets âgés. En tout cas, sous nos climats. Alors, avant de parler pharmacologie, le schéma pharmacologique s'appuie sur un schéma physiopathologique dont les deux acteurs sont la membrane des neurones et les synapses. Au niveau de la membrane des neurones, il y a des canaux calciques, surtout des canaux sodiques et des canaux calciques.
auxquelles on rattache certaines perturbations de fonctionnement qui sont à l'origine de certaines épilepsies. Les perturbations du fonctionnement des canaux sodiques sont en rapport avec des épilepsies généralisées, tonico-cloniques, alors que les perturbations des canaux calciques, les uns les autres étant voltage dépendants, sont des types T, concernent les absences. Je vous renvoie à votre cours de clinique, je ne reviens pas sur les descriptions de la pathologie. Le deuxième acteur, après les membranes, c'est la transmission synaptique, avec deux types de transmission. La transmission GABAergique, qui est inhibitrice du neurone après la synapse, donc deux taux neurones, et la transmission glutamaergique, qui est excitatrice. Donc en gros, à l'endroit où les neurones se mettent à battre de manière synchrone, eh bien, il s'établit un déséquilibre entre l'excitation et l'inhibition. Alors, vous allez le voir, vous n'allez pas le voir, je vous le dis tout de suite parce que je ne le redirai peut-être pas après. De fait, dans ce que je vous présenterai pour les médicaments qui interviennent au niveau de la transmission synaptique, il y a pas mal de médicaments, même de plus en plus, surtout les nouveaux, qui agissent sur cette transmission GABAergique. Comme c'est inhibiteur et qu'on a une crise, ils vont favoriser l'inhibition GABAergique. Et il y a un large spectre de pathologies. En revanche, pour la transmission glutamatergique, on n'a pas grand-chose comme médicament actuellement, parce que le but serait de diminuer l'effet excitateur de l'acide glutamique. Et là, on est un peu désarmé. Il y a des médicaments en cours de développement, mais ils ont parfois des effets indésirables qui font que ça ne va pas jusqu'au bout. Enfin, pour le moment, en termes de disponibilité sur le marché, il n'y a pas grand-chose, autant dire rien, comme médicament agissant sur la transmission glutamatergique. Simplement pour rappel, là encore, un schéma de la membrane avec mis en place le canal chlore qui donc extrude le chlore vers l'extérieur de la cellule, les canaux sodiques et calciques. Finalement, ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a une concentration importante de sodium à l'extérieur de la cellule, faible à l'intérieur, qu'il y a une concentration élevée de chlore et faible à l'intérieur, et qu'en revanche, il y a une concentration faible de potassium à l'extérieur, mais élevée à l'intérieur de la cellule. Alors, vous avez ici représenté un canal sodique de manière schématique à travers la membrane. Je ne rentre pas dans le détail de la composition de ce canal, c'est de la physiologie. Vous voyez représenter le passage, l'entrée de sodium dans la cellule, et en bleu pâle, en bas à droite, vous avez déjà une petite percée sur les médicaments qui agissent au niveau du canal sodique. Carbamazépine, phénitoïne, topiramate, lamotrigine, valproate, zonisamide, c'est un catalogue, on y reviendra. Le canal calcique, et là on est beaucoup plus limité pour s'agissant du nombre de médicaments pour intervenir, pour diminuer l'entrée du calcium, c'est l'acide valproïque et l'éthosuximide. Vous avez ici une terminaison synaptique avec le récepteur GABA qui va contrôler l'entrée du chlore. L'entrée du chlore contribuant à inhiber l'excitabilité de la membrane. Alors, il y a plusieurs récepteurs
sur... Bon, d'abord, c'est un récepteur complexe, je ne rentrerai pas dans la composition, vous voyez qu'il y a 5 parties. Sur ces parties, on trouve un site, deux sites de reconnaissance et de liaison du GABA avec son récepteur, mais il y a différents endroits, différents sites sur lesquels vont venir se fixer les benzodiazépines et les barbituriques. Donc ils vont intervenir sur la conformation du canal et pour favoriser l'entrée du chlore. Alors vous avez aussi sur le bouton synaptique au-dessus le GABA qui va finalement être concentré dans des petites vésicules qui vont s'ouvrir, elles vont fusionner avec la membrane et s'ouvrir et libérer dans la fente synaptique les molécules de GABA qui vont aller sur les récepteurs qui sont représentés plus bas. Mais il va y avoir une recapture du GABA, c'est le système à l'économie de l'organisme, pour être réutilisé avant d'être resécrété encore. Vous avez déjà une petite ouverture sur certains médicaments qui agissent dans la production du GABA, dans sa libération, dans sa recapture, mais on va y revenir plus précisément. Finalement, ça ne vous apporte pas grand-chose de plus. Au plan chimique, intéressant de voir que le GABA est très proche d'un acide aminé, hein, l'acide glutamique, et qui dérive de cet acide glutamique par décarboxylation. C'est la gamma-A décarboxylase, la GAD. Et donc finalement, vous avez l'acide glutamique et excitateur et le GABA inhibiteur qui sont vraiment très proches au plan structure chimique. Ce sont deux molécules petites qui sont des chaînes hydrocarbonées qui sont liées au cycle de Krebs que vous voyez schématiquement représenté par une courbe à droite. Donc sont pas très loin du glucose, hein, des chaînes des glucides. Pour le détail, je pense que c'est suffisant, sauf peut-être pour attirer votre attention, parce qu'on va y revenir, j'attirais votre attention sur le fait qu'on passait de l'acide glutamique au GABA par une décarboxylation, mais, et je vous avais dit que l'acide glutamique était un acide, enfin rappelez que c'était un acide aminé, et donc la fonction amine peut être mise en place sur l'alpha-cétoglutarate qui vient du cycle de Krebs ou enlevée au glutamate par la GABA transaminase. Et la GABA-transaminase qui contribue à la production d'acide glutamique va être une cible de certains médicaments antiépileptiques en diminuant sa production, puisque je vous rappelle qu'il est excitateur et que comme les neurones sont excités, on essaie de freiner cette excitation, donc en diminuant indirectement le GABA. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas grand-chose pour agir sur le GABA, je faisais surtout allusion à des molécules qui agiraient sur les récepteurs GABAergiques. On va le revoir dans un schéma suivant. Je ne sais pas si ce n'est pas le suivant d'ailleurs. Si. Vous avez ici le récepteur NMDA et ici le récepteur AMPA qui sont deux cibles pour l'acide glutamique. Rappel simplement de physiologie, je passe. Là, c'est un récepteur AMPA. Bon, je passe. Alors, après la physiopathologie, on a déjà, les limites ne sont pas à couper au couteau, parce qu'on a déjà quand même un petit peu introduit les médicaments sur le schéma physiopathologique. Là, pour récapituler, il y a des médicaments qui vont agir sur les
les acteurs qu'on a mis en place dans le schéma physiopathologique. Donc d'une part, les canaux membranaires, et qui vont essayer de limiter l'augmentation de l'excitation, un agent existant sur les canaux sodiques et les canaux calciques, et puis ceux qui vont agir sur la transmission synaptique en essayant d'augmenter l'inhibition en favorisant le GABA. Là, c'est comme c'est physiopathologique. Les modifications que vous voyez notées, ce sont les perturbations. Quand vous voyez diminution de l'inhibition, c'est la perturbation. Et le médicament va essayer de lutter, au contraire, en favorisant l'inhibition. De la même façon, le trouble, c'est l'augmentation de l'excitation avec le rôle de glutamate. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de diminuer la production de glutamate et, du même coup, diminuer l'augmentation de l'excitation. Donc, distinguez bien ce qui est indiqué ici au plan physiopathologique en commençant à mettre en place ce sur quoi vont agir les molécules. Alors, vous avez ici, de manière un peu rébarbative, classé sur un tableau à la fois les molécules et les mécanismes d'action. Il y a une chose qu'il faut dire, c'est que les médicaments antiépileptiques anciens, dont vous avez la liste sur la colonne de gauche, DCI, ça veut dire dénomination commune internationale. Donc c'est comme ça qu'on doit désigner les médicaments et non pas par leur nom commercial. Et d'ailleurs, ce sont ces noms DCI qui sont repris le plus souvent pour les génériques. Alors vous avez en colonne des cibles potentielles, les canaux sodiques, la transmission GABAergique et les canaux calciques. Vous voyez que la transmission glutamatergique est absente pour les raisons que je vous ai dites. Alors pour les canaux sodiques, eh bien, les médicaments vont agir en freinant le retour des canaux de l'état inactif à l'état actif. Et pour la transmission GABAergique, ça va être une augmentation de la durée de l'ouverture du canal chlore. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas, pour ces médicaments, d'action très spécifique. Vous voyez qu'ils peuvent agir à plusieurs sites. Le phénobarbital, bon, il agit au niveau du canal sodique, mais il agit aussi au niveau de la transmission GABAergique. Vous retrouvez ça pour les benzodiazépines, pour le diazépam notamment. Et j'attire votre attention sur le fait que l'étoxucimide n'agit que, vous voyez, en bas de la liste, que sur le canal sodique. Oui. Ah bah, c'est pas qu'on la développe pas, il y a des recherches qui se font, c'est qu'on n'a pas trouvé de bonnes molécules pour agir à ce niveau-là, parce que ça a des effets indésirables. Enfin, disons qu'il y a toujours eu des raisons pour faire que ces molécules n'aillent pas jusqu'au bout. Encore. Mais demain, ça sera peut-être différent. C'est plutôt une question, c'est pas qu'on ne fait pas, c'est que c'est pas disponible, qu'on n'a pas trouvé. Et ce qui va agir sur les médicaments qui vont agir sur la GABA-transaminase et donc diminuer la production de glutamate, c'est pas une action directe sur le récepteur, c'est une action indirecte par une action sur sa production. Alors vous avez là un deuxième tableau avec cette fois une liste de médicaments plus récents, de nouvelle génération. Et vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'actions seulement sur les canaux sodiques, mais davantage sur la transmission GABAergique. Et vous avez notamment le vigabatrin, qui est un inhibiteur irréversible de la GABA-transaminase et qui va donc augmenter la concentration de GABA. Et le fait que ce soit irréversible, il n'y a pas tellement de molécules qui soient comme ça. Vous avez l'aspirine par exemple. Ça va
chaque enzyme auquel va se lier de manière covalente la molécule va être détruite. Donc ça va prolonger la durée d'action, parce que la durée d'action de la molécule ne va pas être dépendante de sa demi-vie dans le plasma, la vitesse d'élimination, mais dépendante de la vitesse de renouvellement des protéines enzymes qui ont été inhibées. Donc il faut que on reproduise des nouvelles molécules de GABA transaminase pour limiter la durée de l'action du vigabatrin. Le felbamate, c'est mal connu, mais de toute façon, c'est un médicament qui n'a plus grande indication parce qu'il a des effets indésirables très graves à la fois sur le foie et sur la moelle. Et il n'est réservé qu'à des indications extrêmement limitées, de forme très résistante, où finalement, comme on n'a rien d'autre, on préfère prendre le risque du médicament parce que tellement la maladie est invalidante. Le topiramate va agir aussi sur les récepteurs GABA, donc c'est encore la chaîne, la transmission GABAergique. La gabapentine, c'est un analogue du GABA, c'est comme si on apportait plus de molécules de GABA. Et la thiagabine est un inhibiteur de la recapture du GABA par le bouton synaptique GABAergique qui l'a sécrété. Donc du coup, ça va contribuer à augmenter la concentration de GABA dans la fente synaptique. Donc vous voyez, vous avez plusieurs mécanismes d'action sur la transmission GABAergique. Je crois qu'on peut passer parce que enfin, ça vous montre globalement, parce que là sur ce tableau il y a les anciens et les modernes, si je puis dire, les nouveaux, et vous voyez que ici la prédominance pour, attendez que je retrouve ma flèche, je l'avais pourtant, la voilà, peut-être mieux comme ça, voilà, la prédominance pour les anciens c'est le canocalcique et la prédominance pour les nouvelles générations c'est plutôt la transmission GABAergique. Alors, pour la personne qui m'a posé la question, pour vous tous d'ailleurs, vous avez des croix aussi sur le glutamate, mais il y a une action, ça a été montré expérimentalement, mais ce n'est pas l'action principale. Donc c'est mineur. Ce qui compte pour les molécules concernées, c'est sur phénobarbital, c'est pas une action principale, topiramate non plus. Les sites d'action sont ailleurs. Alors, ce que vous avez à tirer de ce tableau qui reprend. Vous êtes largué là où j'entends des murmures, vous avez des questions à poser? N'hésitez pas. Je préfère essayer de répondre à votre question plutôt que ce soit votre voisin qui vous y réponde, parce que les questions que vous pouvez vous poser entre vous sont souvent des questions d'intérêt général et on a intérêt à les mettre au plein jour. Si c'est sur le film d'hier soir à la télé, là je ne suis pas d'accord, je vous invite à vous arrêter tout de suite. Donc les anciennes molécules, les spécialités, donc ça c'est DCI, les spécialités, et ce que je voudrais vous montrer ici, c'est qu'il s'agit de médicaments qui sont surtout disponibles par voie orale. Il y a une exception pour l'intrarectal, pour les benzodiazépines, et il y a même des nouvelles formes où ça peut être administré par voie buccale. L'exception à cette règle, c'est la phénitoïne, qui peut être administrée par voie intraveineuse. Et c'est vrai que c'est important pour pouvoir être administré de manière prolongée, en perfusion, pour les situations d'état de mal épileptique. Qu'est-ce qu'on entend, c'est agaçant? Vous ne pouvez pas fermer la porte, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Sur le tableau suivant, vous avez les formes, les nouvelles molécules, avec les spécialités, les formes sous lesquelles elles sont disponibles. Et vous voyez que, à part la phosphénitoïne, le prodilantin, qui est en fait une prodrogue d'iphénylidantoïne, c'est-à-dire qu'une estérase va libérer la molécule. Donc c'est une nouvelle prodrogue, mais pour libérer une drogue qui est ancienne, en fait. L'avantage, c'est que le pH
de la solution administrée n'est pas aussi alcaline et que c'est plus commode à utiliser. Ça peut être administré avec du glucosé à 5% et non pas du chlorure de sodium. Donc c'est un progrès par rapport à la diphénylidentoïne, mais ce n'est pas une nouvelle molécule, c'est une fausse nouvelle molécule. C'est une manière plus commode de disposer d'une ancienne molécule. Mais pour les nouvelles molécules, il n'y en a aucune qui soit administrable par voie intraveineuse. Donc ce ne sont pas des médicaments de l'urgence, ce sont des médicaments des traitements de fond. Oui. On peut administrer? Pas du tout. Ah oui, 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 oui. Non, attendez. On peut administrer le phénobarbital, on peut administrer les benzodiazépines. L'acide valproïque, je me demande si ce n'est pas une erreur, ça, parce que je ne connais pas d'acide valproïque injectable. À vérifier. Non, c'est vrai, vous avez raison. Hein. Mais on est, si vous voulez, grosso modo, à part le phénobarbital, la phénylitentoïne, je vais y revenir, qui est un médicament difficile à manier, et les benzodiazépines, en gros, on a phénobarbital, benzodiazépine, on est assez démunis, globalement, dans l'arsenal thérapeutique pour les formes intraveineuses. Et les nouvelles molécules nous ont apporté des progrès dans le traitement de fond, mais aucune pour l'IV. Donc, c'est dans les molécules anciennes que l'on trouve les formes intraveineuses, mais même là, on est limité. J'ai peut-être poussé dans mon élan, poussé un peu trop vite le trait, donc je vous remercie d'avoir rectifié. Mais là, j'ai un doute quand même, l'acide valproïque injectable, non. À vérifier, ben, je vérifierai ça. Et puis comme je dois vous envoyer de toute façon la forme actualisée, eh ben, je suis sûr que vous allez regarder. La pharmacocinétique, on peut aller assez vite. Les médicaments anciens sont bien absorbés, hein, globalement. Le diazépam par voie rectale, qui est-ce qui chuchote là? J'aimerais savoir la question que vous vous posez. Où vous arrêtez. Si vous chuchotez, vous n'écoutez pas. Si vous n'écoutez pas, vous perdez votre temps. Si vous perdez votre temps, vous n'avez plus de raison d'être là, sauf pour perturber les autres, et ce n'est pas un objectif. Enfin, je ne pense pas. Donc, où vous arrêtez, où vous partez. Mais je préférerais que ce soit une bonne question, pertinente, à poser dans l'intérêt collectif. Alors, réfrénez-vous. Bon, la résorption, je ne vais pas dire grand-chose sur la distribution, ça n'a pas beaucoup de portée clinique, c'est documenté là. Plus intéressant, c'est la suite du devenir des médicaments dans l'organisme, le métabolisme et l'élimination. En termes de métabolisme, ce qui est intéressant à voir, c'est que la plupart des molécules sont éliminées par voie métabolique et élimination hépatique. Il n'y en a qu'un seul parmi ces anciennes molécules qui soit éliminées par voie rénale et encore de manière partielle. Mais ça a un intérêt, je vais y revenir, un intérêt clinique. Outre le fait, quand il y a marqué une croix, ça veut dire qu'ils sont éliminés par transformation métabolique hépatique, mais il y a un commentaire en dessous qui est important, en jaune, c'est que non seulement ils sont éliminés par voie hépatique, mais ce sont des inducteurs des voies du métabolisme, c'est-à-dire qu'ils vont favoriser la synthèse des protéines liées au cytochrome. Donc ils vont favoriser soit leur propre élimination, en produisant des enzymes en plus, et c'est de manière caricaturale le cas de la carbamazépine, mais aussi en produisant ces molécules, ils vont favoriser la transformation d'autres molécules antiépileptiques et d'autres molécules non antiépileptiques. Par exemple, vous avez chez des mères qui reçoivent du phénobarbital une induction du catabolisme de la vitamine K
Et vous savez que, bon, après en période néonatale, il y a un besoin de vitamine K parce qu'il y a un défaut de synthèse. Et bien, comme il y a un défaut de synthèse, il y a en plus, par induction enzymatique, du catabolisme des vitamines K, eh bien, il y a encore un déficit plus profond. Et ça se manifeste par des hémorragies chez le nouveau-né. Donc c'est un effet indésirable du médicament administré chez la mère pendant la grossesse. Alors, donc transformation métabolique, induction. Un point important sur lequel je vais revenir, c'est le caractère saturable du métabolisme de la phénitoïne. Mais ça nous amène à la diapositive suivante, mais avant de la quitter, je voudrais revenir sur ce que je n'ai pas dit encore sur l'élimination rénale. Le phénobarbital est un acide, et vous savez que les acides, quand ils sont en milieu alcalin, sont ionisés, et que quand les molécules sont ionisées, elles traversent moins bien les membranes. Donc en cas d'intoxication par le phénobarbital, on profite du fait qu'une partie de la molécule est éliminée par voie rénale pour alcaliniser les urines avec du bicarbonate, du coup faire en sorte que le phénobarbital soit une forme ionisée et moins ou pas de réabsorption tubulaire. Donc on favorise, quand il est dans le tubule, on favorise son élimination en empêchant sa réabsorption par l'alcalinisation et donc sa plus grande ionisation. Donc je pense qu'on va revenir, voilà, à la phénitoïne. Normalement, quand d'abord, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une cinétique d'ordre 0 et d'ordre 1? Est-ce que quelqu'un parmi vous, en 2 mots, peut me dire ce que c'est? Les bavards là-bas, ou les bavardes? Oui. Dites bien fort, je suis un peu sourd. Et à ce moment, c'est quoi? Voilà. Quand c'est saturable, c'est cinétique d'ordre 0, mais là, on met des mots qui caractérisent, et ça se traduit par quoi? Alors, j'ai entendu la fin qu'en cinétique d'ordre 1, l'élimination est proportionnelle à la concentration, ce qui est tout à fait vrai. Et avant, vous disiez? Voilà. Donc, dans une situation d'ordre 1, quand vous augmentez la dose, vous avez une augmentation de la clairance, un petit peu comme si le foie était une usine avec des ouvriers et que la clairance est augmentée parce que comme il y a plus de matières premières, on sollicite davantage d'ouvriers. Les ouvriers sont les enzymes qui transforment la molécule. Mais que, comme vous l'imaginez, comme dans toutes les usines, on ne peut pas solliciter des nouveaux ouvriers à l'infini. Il arrive un moment où on a sollicité tout le monde et il n'y a plus de recours. Donc il n'y a plus d'augmentation des capacités d'élimination adaptée à l'augmentation de l'apport de la matière première, donc proportionnelle à l'augmentation de la dose et à l'augmentation de la concentration plasmatique. Pour la plupart des molécules, cette saturation, elle n'intervient pas aux doses thérapeutiques. Mais il y a quelques molécules pour lesquelles ça intervient aux doses thérapeutiques. Alors ce qui se passe, c'est que, alors que normalement, on voit augmenter les concentrations plasmatiques de manière proportionnelle à la dose, quand on passe en cinétique d'ordre 0, et en situation de saturation, on voit augmenter les concentrations beaucoup plus que ne le voudrait la seule augmentation de dose, parce qu'il n'y a plus d'ouvriers pour éliminer le produit, transformer le produit dans l'usine. Et du coup, vous avez une augmentation ici, au début, qui est une augmentation de la concentration plasmatique, qui est proportionnelle à la dose, et puis quand on arrive à saturation, chut, ça file, ça nous échappe, et on arrive à des concentrations très élevées et l'apparition de toxicité. Et ça, c'est vraiment l'adiphényldantoïne est un médicament très utile, mais c'est un médicament qui est difficile à manier pour cette raison-là. Alors, dans le jeu de diapositives nouvelle version, vous avez ici
une adresse Internet sur laquelle vous avez juste à cliquer, et vous avez c'est en anglais, mais enfin bon, je pense que ce n'est pas un problème, vous avez un petit rappel de pharmacologie, et notamment là-dessus. C'est très facile, très didactique, c'est pas long, c'est amusant, donc je vous invite à cliquer dessus. Ce sera sur la diapositive. On continue sur la pharmacocinétique, mais cette fois on passe aux nouvelles molécules. Quand c'est donné par voie orale, en général sont bien absorbées, donc on passe sur les détails. Sur le métabolisme, ici, vous avez la transformation, l'équivalence entre phosphénitoïne et phénitoïne. Pour 1,5 mg de phosphénitoïne, vous avez 1 mg de phénitoïne. Et donc, l'estérase en question est une phosphatase. La lamotrigine, c'est un médicament qui est éliminé par transformation métabolique hépatique essentiellement, mais sous la forme d'une conjugaison, mais c'est un inducteur pour certaines molécules et c'est complexe parce que c'est un inhibiteur pour d'autres molécules. Le felbamate, c'est éliminé essentiellement par le foie aussi. Il est inducteur pour certains, réducteur pour d'autres, ça devient vraiment très complexe. Le vigabatrin est éliminé peu par voie métabolique, essentiellement par le rein. Donc vous voyez, on n'avait pas vu beaucoup d'élimination rénale jusque-là, on avait vu un peu le phénobarbital, mais le vigabatrin, c'est beaucoup le rein. Donc du coup, ça a un impact chez les insuffisants rénaux, puisque l'élimination rénale est diminuée. On a parlé du felbamate, donc je saute au topiramate. Vous voyez qu'il y a une transformation métabolique hépatique qui est faible, 20%, ça existe quand même, mais que c'est essentiellement par élimination, il est éliminé essentiellement par voie rénale, par filtration glomérulaire et sécrétion tubulaire. Donc, attention en cas d'insuffisance rénale, hier. La gabapentine, c'est aussi éliminé par voie rénale, alors que la thiagabine, c'est essentiellement par voie hépatique, dépendant des cytochromes. C'est dépendant des cytochromes, alors que pour le vigabatrin, la lamotrigine, c'est dépendant de la glycuroconjugaison. Donc vous voyez, c'est un petit peu plus complexe. C'était très monomorphe, très transformation métabolique hépatique, et très peu le rein, à l'exception pour une partie du phénobarbital, alors que là, c'est un petit peu différent. Alors, quelle est la pertinence du suivi thérapeutique des concentrations plasmatiques? D'une manière générale, pour toutes les molécules, il n'y a pertinence à vérifier les concentrations plasmatiques des médicaments qui sont administrés que s'il y a une relation démontrée entre la concentration plasmatique et l'effet, que ce soit l'effet souhaité ou les effets indésirables. Il n'y a pertinence que si un aussi, c'est des conditions ajoutées, que si un intervalle thérapeutique étroit, parce que si un intervalle thérapeutique large, c'est pas la peine, la cible n'est pas étroite, donc il n'y a pas besoin d'ajuster. Et si, conjointement à cet intervalle thérapeutique étroit, vous avez une grande variabilité, c'est-à-dire que vous avez une cible qui est étroite, mais avec la variabilité, c'est difficile de viser pile dedans, on vise souvent à côté. Donc, à ce moment-là, ce sont trois conditions qui justifient la mesure de la concentration plasmatique pour essayer d'adapter la posologie. Alors, quelles sont les molécules qui sont concernées? Pour beaucoup d'anciennes molécules, on a montré un lien entre la concentration plasmatique et l'effet. Pas toujours un lien très fin. On l'a montré non seulement avec l'effet souhaité, mais les effets indésirables. Donc on a pu définir un certain degré un certain intervalle thérapeutique. En résumé, ce qui est à retenir, c'est l'intérêt en pratique. Pour le phénobarbital, c'est intéressant. Pour la phénitoïne aussi. Carbamazépine, alpha-dalfroïque. Les benzodiazépines, ça ne l'est pas. Les toxicimides, ça l'est. Donc, il y a pas mal de médicaments pour lesquels il y a un intérêt, dans certaines situations, à vérifier la concentration plasmatique pour l'aide à la prescription. En revanche, s'agissant des nouvelles molécules, dans la plupart des cas, il n'y en a pas.
Il n'y a pas d'intérêt à mesurer les concentrations plasmatiques parce qu'il n'y a pas de lien bien clair. Bon, il y a une petite ébauche là, pour le felbamate, qui est un médicament qui est très peu utilisé. Pas de lien très clair entre concentration plasmatique et effet, soit effet souhaité, soit effet indésirable. Donc, on ne s'en occupe pas. Donc, c'est surtout un problème pour les anciennes molécules. Et vous voyez que dans les nouvelles molécules, la fausse nouvelle molécule, la prodrogue de phénitoïne, bien sûr, ça conserve son intérêt puisque ça en a un pour la phénitoïne, comme c'est la phénitoïne qui est libérée dans le plasma et que c'est elle qui agit, ça conserve son intérêt et vous retombez sur les problèmes de cinétique saturable de la phénitoïne. Alors, quand faut-il mesurer? Alors sûrement pas systématiquement, il ne faut pas que ce soit un réflexe d'interne prescripteur, il faut que vous soigniez le patient avant de soigner sa concentration plasmatique et vous l'utilisez quand c'est intéressant pour vous aider à soigner le patient, pour adapter la posologie. Donc c'est la clinique qui va guider le moment où vous allez, excusez-moi, la situation, pas le moment, on va revenir sur le moment, mais sur la situation dans laquelle vous allez mesurer. Si le contrôle des crises échappe, il faut s'assurer par exemple qu'il prend son médicament, s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose qui induit le médicament et que les concentrations sont dans les chaussettes. Bon. Et si vous avez un effet clinique qui vous fait penser que ce serait peut-être un effet indésirable, mais que vous n'êtes pas sûr, mesurez, constatez que la concentration est quand même un peu inhabituellement élevée, ça vous fait penser que c'est probablement un effet indésirable du médicament. Si vous avez cette situation, ce symptôme ou signe clinique, et une concentration qui est basse, c'est que ça n'a pas de rapport. Donc en ce sens, c'est grossier, mais ça peut vous être utile. Donc c'est seulement en absence de contrôle des crises, malgré une posologie que vous pensez adaptée, ou bien si vous avez la survenue d'un effet indésirable. Alors, dans ces cas-là, non, ça, on change d'idée. Voilà, je m'arrête. Donc, je reprends cette nouvelle diapositive. Pour les modalités d'administration maintenant, eh bien, en dehors de l'urgence, il faut habituellement donner les traitements antiépileptiques de manière progressive, parce que sinon vous shootez les patients, c'est mal adapté et c'est un facteur de non-observance, ils finissent par plus le prendre. Donc il faut étaler la prise sur plusieurs semaines, et de la même façon, les traitements épileptiques, mais tout ça c'est en dehors de l'urgence, doivent être diminués de manière progressive, car vous risquez de voir apparaître soit des syndromes de sevrage, soit pire, des récidives, des crises, avec parfois un déclenchement d'un état de mal épileptique, donc une situation grave et difficile à contrôler. Il faut adapter la posologie, soit en cas d'insuffisance rénale, soit en cas d'insuffisance hépatique, en fonction de la voie d'élimination des médicaments. Bon, la plupart, on l'a vu, c'est l'élimination hépatique, mais il y en a quelques-uns, on l'avait vu dans le tableau, dont il faut adapter la posologie quand vous avez une insuffisance rénale, et ce, en fonction du degré de l'insuffisance rénale. En cas d'urgence, eh bien, c'est souvent l'administration intraveineuse, mais de grands secours est l'administration rectale, notamment le diazépam chez l'enfant, le midazolam aussi, et vous avez aussi des formes buccales qui peuvent être intéressantes. C'est une résorption qui est muqueuse et qui non plus digestive, et ça va très vite, et ça peut aller aussi vite, même plus vite qu'une forme rectale. Alors très souvent, enfin quelquefois plutôt, quand il faut donner en urgence, et il n'y a pas beaucoup de médicaments qui sont concernés par ça, il y a le phénobarbital et la phénitoïne, ou la phosphénitoïne, qui sont des médicaments disponibles par voie intraveineuse. On commence par une dose de charge initiale, c'est-à-dire qu'on donne une dose pour atteindre le niveau des concentrations suffisant. Vous savez que quand on donne un médicament à dose égale à intervalles réguliers, on a une augmentation progressive des concentrations plasmatiques jusqu'à l'établissement d'un état d'équilibre, et que l'état d'équilibre n'est atteint qu'au bout de 5 demi-vies.
Donc, ce n'est pas compatible avec un traitement d'urgence. Donc, le traitement d'urgence vous permet d'obtenir tout de suite un niveau équivalent à celui que vous aurez attendu par la constitution de l'état d'équilibre. On a presque fini. À quel moment il faut mesurer on peut, au début du traitement, il faut attendre que l'état d'équilibre soit établi dans une situation chronique. Dans cette situation chronique, quand prend-on dans la journée le prélèvement plasmatique? À quel moment on fait le prélèvement? On peut rechercher le Cmax, mais ça c'est vraiment très aléatoire, c'est très variable, donc c'est pas très intéressant, vos résultats ne seront pas fiables. Ce qui finalement est le moins aléatoire, c'est la concentration plasmatique juste avant la prise suivante, en C min. Ça, c'est en situation au calme, si vous voulez. Mais quand vous avez une manifestation clinique, récidive de grippe ou effet indésirable,